Joyaux, splendeur, raffinement à la française, on ne compte plus les laudatifs pour qualifier cette originale demeure des bords de Cher qu'est le château de Chenonceau. Sa double galerie, surmontant une élégante succession d'arcades enjambant le cours d'eau, est connue du monde entier. Pour beaucoup, c'est la demeure des dames, grandes ou moins grandes de l'histoire de France. Mais en réalité, les heures de gloire de Chenonceau sont d'assez courte durée et bien souvent entrecoupées d'épisodes rudes où délabrements et intrigues judiciaires mènent la vie dure à ses propriétaires. Pourtant, situé dans un cadre idyllique et idéal, il porte le rêve autant que la féerie. Illuminé le soir, il laisse planer comme un lointain parfum des grandes fêtes données là par Catherine de Médicis à la grande époque du château. Qu'on ne s'y trompe pourtant pas. La splendeur passée eut un coup, et l'embellissement de la légende masque bien de sombres moments. On se souvient, comme d'une évidence, des fastes renaissances, oubliant qu'ils ne furent qu'un acte politique de la reine-mère italienne. On rêvasse devant les jardins favorisés par un climat exceptionnel, et on se promène dans leurs allées, croyant encore y croiser Diane de Poitiers ou Louise de Lorraine. Restauré au XIXe siècle par les derniers propriétaires comme un devoir de mémoire, le château à la silhouette ciselée semble avoir figé avec lui ce métissage réussi de l'art italien et du raffinement français. Aujourd'hui encore, on retrouve d'une pièce à l'autre, à l'occasion d'un vestige ancien, toutes les mains qui l'ont édifié avec une étonnante unité. C'est qu'il s'est élevé en une même période, dans un même goût de l'agrément, à peine marqué par les évolutions d'une centaine d'années. De Diane de Poitiers à Marie de Luxembourg, une continuité faite de rénovations et de petites pattes personnelles traverse une construction débutée dans les premières années du XVIe siècle et achevée, vaille que vaille, dans un XVIIe perturbé. Au fond, l'histoire de Chenonceau est une histoire de rivalité, de pouvoir, de dettes et de prestige. Le tout baignant dans un parfum de femme, souvent veuve, toujours battante, tantôt douce, tantôt violente jusqu'au raffinement. Une histoire qui, pour la postérité, débute avec l'entrée pour dette dans le domaine royal sous François Ier, qui, pour autant, ne s'y intéressa jamais. C'est à ce moment, alors que naît la Renaissance en France et qu'elle s'apprête à orner la Loire de son chapelet de châteaux royaux ou non, que sort de terre et d'eau ce qui deviendra au fil du siècle le Chenonceau que nous connaissons. Mais, comme frappé du fatum de la dette et de la division, au moment où le roi acquiert le domaine, celui-ci a déjà une longue histoire financière et politique contrastée. Les archives nous révèlent un château déjà existant un peu plus loin, au XIIIe siècle, aux mains des Marques, dont l'une des tours actuelles conserve le souvenir et le nom. Son descriptif nous apprend que sa fonction n'était vraisemblablement pas militaire. Sans doute s'agissait-il de contrôler le trafic fluvial entre les 4 grandes régions voisines que sont la Sologne, le Berry, la Touraine et enfin l'Anjou. On sait le Cher largement utilisé à cette époque pour le transport. Au cours de la guerre de Cent Ans, Jean Marc s'oppose au dauphin et ouvre les portes de Chenonceau aux Anglais. C'est la première attestation d'un lien direct entre la couronne et le domaine qui sera repris, ainsi que d'autres, en 1411, après la victoire de Boucicaut. Le château médiéval sera rasé et brûlé. Il faudra attendre 1432 pour que Charles VII autorise la reconstruction un peu plus loin par la famille Marc. C'est sur le Cher, formant le 4e côté des Douves,
qu'est posée la nouvelle bâtisse dont l'actuelle tour des Marques demeure aujourd'hui encore au sud-ouest. Ruinée par une mauvaise gestion du domaine, la famille doit se séparer de Chenonceau et ne parvient pas à s'y résoudre. S'engage alors, notamment par Catherine Fumé, une première et longue bataille juridique contre les créanciers et notamment l'homme d'État Thomas Bohier qui avait racheté le bien. Ce n'est qu'en 1512 qu'il pourra le récupérer. Commence enfin la véritable naissance du château confié à son épouse, Catherine Brissonnet, en charge des travaux, son époux étant trop souvent absent. Elle rase le château des Marques, entreprend de nombreux travaux, mais alors que Thomas meurt en 1524, suivi de peu par son épouse en 1526, on découvre à titre posthume un détournement de fonds au préjudice de la couronne. Les descendants ne pouvant rembourser, les biens sont saisis et intègrent la couronne en 1535. C'est Anne de Montmorency qui fera construire un autre château sur l'Eau, Chantilly, qui reçoit au nom du roi le domaine. Mais François Ier s'en désintéresse et n'y entreprend aucun travaux. Au plus viendra-t-il y faire une chasse ou l'autre, laissant le domaine à l'abandon. 2 mois après sa mort, survenue en 1547, son fils Henri II l'offre en pleine jouissance à sa maîtresse, Diane de Poitiers. Ce n'est donc pas un bijou merveilleux que le roi offre à Diane, mais l'écrin est prometteur et la maîtresse en titre posera les bases des splendeurs à venir. Elle commence par le jardin, rive droite. Une véritable prouesse technique qui demande une main-d'œuvre de terrassement colossale afin de surélever un système de terrasses pour protéger les plantations des inondations du Cher. C'est elle également qui pose sur la rivière le pont pour relier le château à la rive gauche. Il faudra 3 ans, de 1556 à 1559, pour l'achever. Le roi, tué dans un tournoi le 10 juillet 1559, ne verra pas l'achèvement de la construction. Son décès laisse la favorite aux mains jalouses de la reine. Catherine de Médicis va alors contraindre sa rivale à restituer le château à la couronne contre celui de Chaumont-sur-Loire. Est-ce par revanche triomphante ? Toujours est-il que la reine-mère a un grand projet pour Chenonceau. Après la conjuration d'Amboise, il fallait tout autant apaiser que changer les esprits. Catherine va alors donner sa première fête fastueuse dans sa nouvelle demeure en l'honneur de son royal fils, François II, et de sa nouvelle épouse. À la mort de son fils aîné, elle est nommée gouvernante de France et va faire de Chenonceau sa capitale privilégiée, en commençant par créer son propre jardin. Les travaux vont commencer en 1576, notamment en ajoutant 2 galeries sur le pont, à la manière du Ponte Vecchio de Florence, sa ville natale. Le château prend alors la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. En 1577, la régente donnera une 3e fête fastueuse qui laissera le souvenir du luxe autant que de la débauche, dans une France ravagée depuis 15 ans et aux caisses vides. Les 100 000 florins de la fête ne vont rien arranger. Elle meurt couverte de dettes à Blois en 1589. Son 3e fils, monté sur le trône, meurt à son tour, laissant une veuve inconsolable. Louise de Lorraine recevra alors Chenonceau en héritage, un cadeau qui se révélera vite empoisonné, mais où elle se retirera, portant le deuil blanc des reines, tout en faisant orner de peintures et tentures funèbres son cabinet et sa chambre, tandis qu'Henri IV montait sur le trône catholique de France. Très vite, la Reine Blanche est poursuivie pour les dettes de sa défunte belle-mère. Dans l'impossibilité de payer, c'est une autre favorite, Gabrielle d'Estrées, la maîtresse du nouveau chef de France, qui convoite une demeure si symbolique dans sa position.
Louise est sauvée en échange d'une action convaincante auprès de son frère, le duc de Lorraine, qui viendra se soumettre au Vert galant. En 1598, après de longs atermoiements, la favorite renonce au château pour la reine veuve, comme Diane de Poitiers avait dû céder la place à la reine mère quelques années plus tôt. À la mort de la reine Blanche, c'est au bâtard de la favorite, César, duc de Vendôme, qu'échoit le domaine par son épouse, Françoise de Lorraine. Sous tutelle, c'est à sa tante, la duchesse de Mercœur, que revient la gestion du domaine et de son épineux problème de dette. Les créanciers, en effet, se réveillent dès 1601. Pour ne pas renoncer au château, elle doit verser une grosse somme et finalement en devint la propriétaire en 1606. Pendant toutes ces années d'incertitude, le château ne fit l'objet d'aucun entretien. Mais lorsque Marie de Luxembourg, duchesse de Mercœur, s'y retira suite aux troubles de la cour qui l'impliquait de loin, elle reprit en main la demeure où elle passa les 12 dernières années de sa vie. Ce n'est qu'à sa mort que, par héritage, Chenonceau revint au couple Vendôme. César ne s'y intéressa guère, et de proche en proche, par suite d'héritages et de ventes, il échut à un autre bâtisseur de Chantilly, le prince de Condé, qui le vendit très vite à l'académicien Claude Dupin. Sa femme entreprit un véritable travail de restauration et y tint un des plus célèbres salons du XVIIIe siècle. Elle écrit même un code de droit des femmes avec son secrétaire, un certain Jean-Jacques Rousseau, qui résida au château. Puis le château sortit de la grande histoire. Au XIXe siècle, il échoua à une dame Wilson, qui sera de loin liée au scandale de la démission du président Grévy. La famille Meunier rachète alors le domaine. Gaston fait un hôpital militaire pendant la Grande Guerre. La Galerie des Dames, originale par ses accès desservant des pièces autonomes, à la manière des palais vénitiens quand la France ne connaissait encore que les pièces traversantes, accueillera 120 lits. Le pont sera durant la Seconde Guerre le seul endroit pour passer en France libre, avant de devenir ce lieu de mémoire et de raffinement qui ne fut finalement que brièvement et dans des contextes rocambolesques. Le château, aujourd'hui, flamboie comme s'il avait traversé impassible les injures du temps. Le touriste y est chez lui, comme un hôte. Les compositions florales accueillent chacun avec le soin que le personnel y apporte chaque jour, quand ce n'est pas la splendide décoration de Noël. Le trône de Catherine préside toujours la galerie. Les tentures noires de la reine blanche portent encore le deuil du roi, et les cuisines se nichent toujours dans les piliers creux du château. Mais le plus beau est peut-être le moment du soir où, dans la pénombre naissante, le château s'endort seul sur le Cher, scintillant des lumières féeriques qui dessinent un double pont que la risée rend évanescent, comme le rêve dans lequel tant de raffinement plonge l'hôte dame de Chenonceau.